Combien de temps va-t-on encore accepter? Combien de temps encore va-t-on accepter que la caste médiatique au pouvoir façonne les élections, les opinions? Laissons aux politiques la critique des désistements, des impréparations, de la démocratie confisquée ou le procès en non-représentativité de l'Assemblée. La première grande conclusion de l'épisode électoral passé est que la caste médiatique a œuvré pour instrumentaliser le vote des Français. De toutes ses forces et par tous les moyens, le parti des médias, quelques exceptions notables, a fait le boulot pour sauver le système en place. L'évidence est donc sous nos yeux. Le préalable à tout changement en profondeur de ces méthodes totalitaires est le renforcement de la presse libre et indépendante, la presse alternative dont TV Liberté, TVL est le vaisseau amiral. TVL parle déjà à des millions de Français en France. Il faut dorénavant que TVL soit entendu par des dizaines de millions de Français. TVL n'aura jamais l'argent de l'État, des banques ou des puissants. Il faut donc que TVL puise sa force auprès des téléspectateurs, devenus donateurs et membres d'une communauté solide, soudée, combative, les amis de TV Liberté. TVL doit donc franchir dans les mois et les années à venir des étapes nouvelles pour que tout change enfin. Défaire le parti des médias n'est pas un vain mot ou un souhait illusoire. Nous avons la possibilité de réduire son action néfaste et nuisible à une seule condition, votre soutien. Ce soutien n'est pas pour les mois ou les années à venir, lui, il est pour maintenant, car c'est maintenant que nous essayons, et non sans inquiétude, de boucler notre budget pour que dès septembre, nous soyons au rendez-vous. Alors, ensemble, poursuivons ce chemin pour se libérer des chaînes. Bonjour, Sous la scène est un film d'horreur français produit par Netflix qui se déroule pendant les JO. Il est diffusé opportunément juste avant les JO. Ça n'a pas manqué de piquer la curiosité des téléspectateurs, dont Jérémy Marquis. Je vais donc demander à Jérémy de venir pour en parler. Bonjour Jérémy. Bonjour. Tu vas bien? Ça va très bien, merci. Alors, présente-toi. Je dis tout le temps que tu es l'homme aux 250 000 abonnés sur TikTok, mais il y a peut-être mieux à dire. Oui, il n'y a pas que ça. En effet, j'ai 270 000 maintenant abonnés sur TikTok. Et puis, je suis présent aussi sur les autres réseaux sociaux, Instagram, YouTube et X. Et puis, on a lancé la semaine dernière le collectif Eros, donc oui, le petit frère du collectif Nemesis avec Johan Power, justement pour lutter contre les dérives LGBT, woke culture, etc. On a été attaqué violemment par des antifas lors du lancement du collectif à la Marche des Fiertés à Paris. D'accord. Et puis je suis également sur Radio Courtoisie, Bistrot. Bistrot, voilà. Sociétaire habitué de voilà. Bistrot. Bon, on va parler donc de Sous la scène que tu m'as recommandé de voir, oui, et que j'ai vu. Alors je vous lis le synopsis officiel, celui qui est dans le dossier de presse. En 2024, été 2024, pardon, Paris accueille pour la première fois les championnats du monde de triathlon sur la Seine. Sophia, brillante scientifique, est alertée par Mika, un jeune activiste dévoué à l'écologie, de la présence d'un grand requin dans les profondeurs du fleuve. Elles n'ont d'autre choix que de faire équipe avec Adil, commandant de la police fluviale, pour éviter un bain de sang au cœur de la ville. Alors quand j'ai dit ça, on n'a rien dit, mais on l'a un petit peu dit quand même, sur le côté un peu délirant de l'histoire. Alors sortir un tel scénario qui se déroule donc pendant les JO dans la Seine, quand on sait que le triathlon va se dérouler dans la Seine, ça sent un peu le coup commercial, le scénario sur mesure, pardon.
Et pourtant, non, parce que je ne sais pas si tu as suivi l'histoire du plagiat ou pas. Non, je n'ai pas suivi. Bon, t'as pas suivi. Alors, en fait, il semblerait que ça soit donc un plagiat d'un projet de film qui s'appelait le projet Silure. Silure, c'est un poisson qui mesure 1m70 à 2 mètres à peu près, 140 kilos, qui vit en eau douce, et il y en a dans la Seine, et il y en a notamment à Paris, et qui est carnivore. Mais bon, il est dans les profondeurs, donc on ne le voit pas. Donc, il y a eu un procès en référé pour plagiat, et ils ont été déboutés parce que en fait l'avocat s'est trompé, il a attaqué Netflix France, qui n'est pas le diffuseur. Le diffuseur, c'est Netflix Europe, et qui est basé en Hollande. Donc c'était pas bon pour eux. Alors c'est un film qui est totalement paradoxal, puisqu'il y a 85 millions de vues, ce qui en fait le 4e film non anglophone le plus regardé de l'histoire de Netflix, et pourtant il est très très mal noté, 1,7 sur 5 sur Allociné. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai trouvé quand même que le film, en tout cas, lancer ce film-là à un mois des Jeux Olympiques, quand on sait la catastrophe d'organisation des Jeux Olympiques à Paris cet été, c'était un coup commercial intéressant. En tout cas, moi, c'est pour ça que j'avais envie de voir le film. Et c'était l'idée marketing est bonne. Et le marketing est très bon. Et le requin, pour réagir à cette histoire de plagiat, justement, je pense que le requin est plus vendeur que ce poisson que personne ne connaît, que personne ne sait. Alors certes, c'est plus réaliste, parce que bon, l'idée du requin dans la Seine, c'est un petit peu tiré par les cheveux peut-être, mais c'est vrai que l'idée du requin était un coup marketing certainement plus intéressant pour le film. Ça rappelle Les Dents de la Mer, ça rappelle enfin voilà, il y a tout un chemin des films d'horreur avec le requin, donc c'était intéressant. Et moi je trouvais ça, rigolo de voir ce film avant les Jeux Olympiques, surtout quand on sait que la Seine suscite beaucoup d'interrogations quand même pour ces Jeux. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors rigolo, c'est bien le mot à mon avis. C'est pas un grand film, je pense. Il est un peu convenu. Par exemple, la phrase qui débute, c'est celle de Darwin, où ça commence sur une phrase. Donc, les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui savent le mieux s'adapter au changement. Bon, ça c'est vrai que le requin il s'adapte très bien. C'est vrai que le requin est très très intelligent et qu'en plus il est fort. J'ai même appris qu'il y avait des requins dans la Tamise, mais la différence entre Londres et Paris, c'est que Londres n'est pas loin de la mer, et même tout près de la mer, et que la Tamise est quand même au départ très large, alors que Paris est à 200 km du Havre. Alors à ce propos, j'imagine qu'on n'ait pas vu un requin sur 200 km de fleuve, surtout que le fleuve c'est 200 km à vol d'oiseau, mais en réalité le fleuve fait des détours, donc c'est plus de 200 km. Bon, est-ce que vous avez suivi la polémique sur les erreurs du scénario? Non plus, je me suis concentré sur l'histoire du film plus que sur les dessous. Alors, on voit un moment dans le film, tu vas t'en souvenir, des jeunes qui sont qui traquent avec un GPS, qui traquent le chemin du requin. Oui, l'arrivée du requin. Il part de l'Antarctique, tout à fait. Et puis il arrive donc jusqu'à Paris. Sauf que le problème, c'est que on voit tout le trajet qui se fait comme ça, etc. Des milliers de kilomètres qui contournent l'Afrique, etc. Et puis, au bout d'un moment, pour aller à Paris, il rentre dans l'embouchure de la Loire. Donc c'est un peu compliqué parce que, évidemment, Paris n'est pas au bord de la Loire, et que la Loire ne communique pas avec Paris. Ce qui est encore plus gênant, c'est que le réalisateur, est français. Et donc, il ne sait pas, il n'a pas appris ses leçons de géographie, et il ne sait pas que donc Paris n'est pas au bord de la Loire, ou en tout cas, il confond l'embouchure de la Loire avec l'embouchure de la Seine. Bon, et puis il y a d'autres trucs, les liaisons sont pas au nord, ou je sais pas quoi. Il y a une voiture qui est au fond de l'eau, qui disparaît d'un plan sur l'autre, des choses comme ça. Puis aussi, les invraisemblances, c'est sur le requin. Il y a un moment, on le voit surgir de l'eau, on dirait un orque. Or, le requin qu'on voit est un requin mako, et
j'ai regardé, hein, je suis pas à l'édition Infuse, et ça fait 140 kilos et ça mesure 5 mètres maximum, 6 mètres maximum. Donc ça n'est pas un orque qui ouvre sa gueule et gobe 3 personnes en même temps. Oui, il y a sans doute des erreurs techniques. Je pense que comme c'est un film à vocation internationale, ils se sont pas concentrés sur l'aspect réel du problème que ça pourrait poser, et que c'était plus un coup de com que vraiment un film technique, quoi. Ils se sont planchés surtout sur un aspect de la chose qui t'a beaucoup intéressé, c'est le plaidoyer écolo. Ah, bien sûr. Alors parle-nous de ce plaidoyer écolo. Ah bah oui, parce qu'il fallait bien que Netflix forcément mette dans son film un petit peu de wokisme, d'écologie et d'idéologie politique. On est habitué avec Netflix à ce genre de processus. Donc en effet, on a des militants écologistes qui en fait enfreignent la loi. Dans le film, et qui ont pourtant le rôle de grands gentils. Voilà, ce sont eux les héros. C'est des genres Greenpeace un petit peu, qui vivent dans un squat, c'est ça, et qui sont donc underground, et ils se cachent, etc. Bon, enfin voilà. C'est ça, oui, en fait, il y a le côté romantique du résistant. Exactement, mais quand on sait la réalité des groupes écologistes en France, qui sont en fait des groupes pour la plupart violents, qui utilisent des méthodes qui sont illégales, et qui sont dans la clandestinité totale, là on les fait passer pour évidemment des héros qui vont sauver Paris. Je rappelle que dans le film, quand même, ils entravent l'opération de police, etc. Donc normalement, ces gens-là sont considérés comme un potentiel danger dans la vie réelle. Mais évidemment, Netflix les voit comme des grands sauveurs de l'humanité et de la cause écologique, qui n'a pas grand-chose à faire évidemment dans le film, et surtout dans un film type horreur. Mais bon, voilà, c'est Netflix. Donc, c'est Netflix, oui. Alors, quand même, il y a un truc qui est bien, c'est de montrer la pollution, ce qu'on appelle le 5e continent, c'est-à-dire à l'Antarctique, il y a une espèce d'immense continent fait de bouts de plastique, et ça, effectivement, il faudra bien qu'on arrive à résoudre ce problème. Alors, quand on voit la couleur de l'eau de la Seine, on n'envie pas les sportifs pour les JO. Le comité, il est confiant, et puis on a appris il y a je crois une semaine qu'il y avait un plan B à Vers-sur-Marne. Alors là, je me pose une question, c'est à partir du moment où il y a un plan B, quelle était l'urgence d'assainir l'eau de la Seine, enfin de la rendre baignable, car je rappelle que si le film parle de 1,7 milliard de coûts pour l'assainissement de la Seine, pour cette opération, donc, en fait, il est de 1,4, mais enfin, quand même, 1,4 milliard, c'est énorme. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, certes, ça représente beaucoup d'argent. Ça aurait été intéressant si ça avait marché. C'est-à-dire que 1,4 milliard, certes, c'est beaucoup, mais si la Seine, à l'issue de ce nettoyage, est propre et donc est baignable, pourquoi pas? Le problème, c'est qu'on a dépensé 1,4 milliard pour que la Seine soit tout aussi, dégueulasse qu'avant. Quand on voit en effet la Seine à 2 semaines des Jeux Olympiques, on se dit qu'en fait on a dépensé 1,4 milliard, on a jeté 1,4 milliard dans la Seine pour rien. Ils ont construit un bassin de rétention de 100 millions pour accueillir les eaux en cas d'orage. D'accord. Bon, ça fait à peu près 20 à 25 piscines olympiques. Oui. Et ça n'est que le cas de l'orage. Oui. Non, mais en effet, le budget est surréaliste. Mais voilà, moi, je trouve qu'en tout cas, l'opération de nettoyage de la Seine et toute la communication qui a été faite autour, je rappelle qu'Anne Hidalgo devait se baigner dans la Seine, je crois, fin juin. Ça a été reporté, évidemment, puisque, en fait, l'eau n'est pas baignable. Si elle va dans la Seine, je pense qu'elle attrapera une maladie. Et puis, d'ailleurs, les Parisiens ne sont pas très contents non plus. Je rappelle que quand Emmanuel Macron avait annoncé qu'il allait se baigner dans la Seine également avant les Jeux Olympiques, il y avait eu toute une folie sur les réseaux sociaux de gens qui avec un hashtag qui disait on va chier dans la Seine juste avant l'arrivée d'Emmanuel Macron. C'est quand même comique de voir que en fait la population est totalement hostile à ce projet, quoi. Voilà. Est-ce que tu as vu autre chose de woke que le plaidoyer écolo? Peut-être le casting. Oui, le casting. Il n'y a pas beaucoup de Gaulois. Non, il n'y a pas beaucoup de Gaulois, mais ça, après, je veux dire, je pense que le problème n'est pas tant qu'il n'y ait pas de Gaulois dans ce film. Mais je te coupe, on va montrer une photo maintenant. Ouais. J'ai vu des photos de la brigade fluviale. Oui. Bon, c'est quand même, ils ont des têtes de Bretons. Oui. Alors, je reprends l'assiette politique des quotas. Qu'est-ce que tu en penses? Le problème n'est pas qu'il y ait des personnes issues de la diversité dans un film. Le problème, c'est le caractère systémique et politique
C'est-à-dire que il y a aujourd'hui, que ce soit dans les publicités, dans les films, systématiquement une mise en avant des personnes issues de la diversité et au contraire une exclusion des blancs. On appelle ça de la discrimination positive. Moi, j'appelle ça du racisme. C'est-à-dire qu'en fait, on exclut une communauté, en l'occurrence les personnes européennes, blanches, pour mettre en avant des personnes issues de la diversité. C'est un caractère qu'on retrouve dans les séries américaines, mais également en France maintenant, dans de plus en plus de feuilletons et de films. Et donc Netflix prend le pas de cette idéologie politique et c'est problématique parce qu'on est quand même dans un pays où il y a 80% encore de blancs, à ce que je sache. Et donc si il n'y a que en fait des personnes issues de la diversité, on n'imaginerait pas par exemple qu'en Afrique il y a un film avec une majorité de blancs. Ça passerait pas. On dirait que c'est du racisme, du colonialisme, etc. Donc qu'en est-il en France? Est-ce du colonialisme? Bonne image. Qu'est-ce que tu penses de Valérie Pécresse? Moi, j'ai trouvé qu'elle était délicieusement ridicule. Alors, normalement, elle est censée jouer le rôle d'Anne Hidalgo, cette femme. C'est vrai. Puisqu'elle est la maire de Paris. Mais elle est blonde et elle lui ressemble beaucoup. Exactement, mais physiquement, elle ressemble à Valérie Pécresse. Moi, je dirais que c'est un mélange entre le caractère et la bêtise d'Anne Hidalgo et le physique de Valérie Pécresse. Peut-être parce que les réalisateurs du film ne voulaient pas trop taper sur la gauche et qui se sont dit on va jouer la bêtise d'Anne Hidalgo, mais en la faisant représenter par Valérie Pécresse, qui est de droite. Comme ça donnera... Oui, parce que c'est quand même légérie woke. Bien sûr, on n'allait pas taper sur la gauche comme ça. Donc en fait, on prend la bêtise d'Anne Hidalgo qu'on met dans le corps de Pécresse et puis on en fait la maire de Paris. Et puis d'ailleurs, elle se fait évidemment couillonner à la fin du film. Elle est bouffée. Exactement. Voilà. Et puis divulgué là. oui, on a divulgaché la fin du film, mais. C'est vrai que on voit en fait la mesquinerie politique, les arrangements politiques dans ce film où en fait tout est question d'argent, de scène, de public, d'image internationale. Donc finalement ça représente assez bien Anne Hidalgo qui quand elle est allée voir le maire de Kiev lui expliquer que la priorité de l'Ukraine c'était les pistes cyclables. Là c'est un peu le même style en fait. C'est la priorité c'est l'image, c'est l'écologie, c'est tout ça alors que évidemment il y a d'autres problèmes beaucoup plus importants. Alors concernant la réalisation, c'est un film à gros budget, 25 millions. Il a fallu faire un squelette de requin animé, ensuite avec des capteurs et puis faire le tout en 3D. Il y a le budget de l'actrice Bérénice Bejo, dont on n'a pas parlé, mais enfin qui est donc une actrice de premier plan, qui a dû prendre également un certain cachet. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un bon suspense sur les 10 premières minutes. Oui. Ouais, c'est sympa. J'ai trouvé que la scène des catacombes était plutôt pas mal, pas mal faite. J'ai trouvé le côté un peu... C'est la différence qu'il y a entre un film d'horreur et un film gore, c'est que c'est le côté un peu systématique des choses. Il y a un type qui tombe dans la flotte, il va se faire bouffer évidemment, et pour se sauver, évidemment, il y a 3 personnes qui l'aident, et les 3 personnes elles-mêmes en voulant tombent à l'eau, puis à la fin il y a 30 personnes, donc il y a une personne qui est tombée, mais il y a 30 personnes qui tombent dans la flotte, tout le monde patauge et se fait bouffer. Exactement. Donc ça c'est un peu ce côté un grossier. peu un peu rigolo. C'est un film rigolo à voir avec une bonne bouteille et des copains, mais c'est un peu comme dans les films d'horreur quand on est dans une maison hantée ou avec un sadique où les gens ils sont une dizaine et au lieu de rester groupés il n'y aurait pas de film mais pas de mort et ils disent, c'est la première phrase toujours, c'est séparons-nous, et à ce moment-là moi je débouche une bouteille parce qu'évidemment c'est la phrase magique des films d'horreur, séparons-nous. Bon, et toi tu en as pensé quoi? Je trouve en effet que le début est bien, la fin est bien aussi, la scène des catacombes qui est plutôt vers la fin du film est très intéressante. C'est vrai qu'il y a une partie juste après le début où ça traîne un peu en longueur quand même, le côté policier, machin, etc. Bon, on s'attend peut-être à un peu plus d'action, puis finalement ça reprend après. Oui, c'est un petit peu gros, en effet, que ce soit sur l'histoire et sur certaines scènes, etc. C'est un peu surréaliste, un peu gros, mais c'est un film d'horreur à vocation internationale. Donc je ne m'attendais pas quand j'ai lancé le film, je ne m'attendais pas à autre chose. En fait, je savais que ça allait être comme ce côté un petit peu grossier de film d'horreur, un petit peu exagéré. C'est le jeu. Tu lui mets quelle note? Moi je lui mettrais 3,5 sur 5. Ah oui, quand même. Oui, quand même, parce que j'ai vraiment aimé le côté à un mois des JO. Et y compris la fin, la toute fin. Sans la divulgacher comme oui, la toute fin est intéressante, je trouve, d'autant plus qu'il y a la possibilité d'une suite. Donc c'est ça, moi c'est ça qui me plaît. Bon, quand un film a fait 85 millions de vues, il y aura forcément une suite. Il y aura une suite. Bon, moi je mettrais bien 3 aussi, et sur ce je vais reprendre la phrase des films d'horreur, séparons-nous. Très bien. Et à bientôt. À bientôt. À bientôt.